Ben, merci. Je ne sais pas s'il y a M. Steven voilà, qui est toujours disponible pour prendre la parole. Sinon, on va essayer d'aller vers la fin concrètement de ce webinaire. On a parlé d'éducation, on a parlé de responsabilité des uns et des autres. Mais dans cette économie de la connaissance, s'il n'y a pas de moyens financiers pour pouvoir financer la recherche, le développement, s'il n'y a pas d'interaction ou de coopération entre le secteur privé et le secteur public et le secteur éducatif en particulier, comment l'Afrique s'oriente pour les défis de demain? Vous l'avez très bien dit. Il y a la guerre économique qui est là. Au-delà de la guerre économique, il y a la guerre psychologique qui est là, parce que l'éducation étant la base du développement de chaque pays, des pays ont mis des siècles pour pouvoir imposer des systèmes éducatifs qui ont fait leurs preuves en fonction de leur environnement et ils ont changé au fur et à mesure de l'avancée technologique, mais également des grandes mutations qui ont pu lieu dans la société. Et l'Afrique, où en est-on à ce niveau? Moi, je pense que c'est le rôle de l'État. Il faut imposer sa vision des choses. L'exemple qui a été donné, pour ne pas dire le résumé, est un très beau résumé. Des siècles ont été mis pour pouvoir implémenter, ou du moins évaluer des systèmes. Et aujourd'hui, on a les preuves de chaque système. Je vous donne l'exemple de William Shockley de la Silicon Valley. Je sais que vous le connaissez très bien. William Shockley, à l'époque, l'université était tournée sur elle-même en vase clos. Et les émetteurs radio, les transistors de l'époque étaient achetés depuis l'Angleterre. Ça coûtait une fortune aux États-Unis. Ils sont venus vers William Shockley, qui était docteur, et qui lui travaillait avec ses étudiants. Et on lui a dit, voici, nous on souhaiterait que tu nous crées ce genre de matériel-là, pour qu'on n'ait plus à aller à l'extérieur. Shockley, évidemment, n'avait pas les moyens qu'il fallait, mais l'État lui a donné le marché. Et tenez-vous bien, c'est l'armée, donc ce sont des projets top secrets, mais on lui a fait confiance. Et il s'est tourné vers ses étudiants. Et à partir de là, ils ont produit un premier prototype qui a fait ses preuves, qui n'était pas aussi parfait que ça. Mais aujourd'hui, aucunement, je veux dire, on n'a plus recours à l'Angleterre pour ce genre de choses. L'État a imposé aux universitaires de pouvoir créer de la ressource. Et l'État leur a donné le marché. Et j'estime que c'est ce qu'il y a à faire. C'est la même chose. Donner les moyens par le monopole s'il faut, donner les moyens à qui de droit, de telle sorte qu'il puisse en faire de ça sa spécialisation et puisse vraiment donner le retour sur investissement que l'on demande. On a des grosses entreprises qui existent, des multinationales, mais des partenariats. On pourrait dire par exemple, pour tel ou tel secteur on aimerait par exemple plus de 1000 étudiants aillent en stage. Dès que vous inscrivez, des entreprises internationales là, ont le devoir de donner ne serait-ce que 1 à 3 mois de stage par an. Et chaque fois que les contrats sont signés avec des multinationales, voici ce genre de contrat-là. Donc, l'étudiant, pour ne pas dire l'apprenant ou l'étudiant professionnel qui rentre dans un centre de formation en aviation ou en aéronautique, par exemple, sait qu'il y a une entreprise d'aéronautique ou d'aviation, il aura son stage, il aura même du boulot là-bas. Et c'est ça. Il faut imposer ça. Parce qu'il ne faut pas oublier le transfert de compétences. Si on n'est pas en mesure d'imposer ce genre d'initiative, on aura toujours à attendre de l'État que l'État finance pratiquement tout. Par contre, l'État, à chaque investisseur, pourrait imposer, selon le type d'entreprise, la taille d'entreprise, demander à ce que déjà les entreprises internationales là, puissent déjà employer, donner des stages, donner la formation nécessaire pour créer cette adéquation formation-emploi. Aussi, les entreprises en interne qui existent, accompagner comme il se doit dans
dans les marchés, de telle sorte qu'elles puissent gagner ces appels d'offres-là et en retour, donner un pourcentage d'employabilité à nos jeunes étudiants ou à nos jeunes apprenants ou à nos jeunes issus des centres de formation. Et que cela devienne comme des contrats, comme on le fait au Ghana, Civic Service par exemple, où l'étudiant, avant la fin de son Higher National Diploma, son DUT, doit faire forcément 1 an de stage et il choisit. Donc vous ne pouvez pas finir un Higher National Diploma sans avoir fait 1 an en entreprise. Et ça, le gouvernement ghanéen l'a réussi. Et je vous dis qu'ils l'ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, certains étudiants même estiment qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ils préfèrent aller faire d'autres choses pour vous dire que c'est une obligation. Et eux, ils estiment qu'ils ont pratiquement l'expérience nécessaire. Ils n'ont pas besoin d'aller encore au master ou quoi que ce soit. Après avoir fait 1 an ou 2 ans dans une entreprise, développer l'expertise, certains sont en mesure de pouvoir créer leur propre entreprise. Certains même sont en mesure de pouvoir même compétir même dans d'autres marchés ou dans d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que l'État a eu à imposer certaines, je veux dire, en prenant des décisions, certaines lois à l'Assemblée nationale, de telle sorte que toute entreprise d'une certaine taille puisse donner la chance aux étudiants, aux apprenants, et leur donner leurs premières armes afin de les affûter pour le monde de l'emploi, pour l'employabilité. Et ce n'est plus une question qui est où l'État doit totalement réfléchir, mais l'État, à travers ses délégations, l'État, à travers ses démembrements, arrive à faire le lobbying nécessaire. Donc, cela déclare la capacité de l'État à mettre en place une stratégie de différenciation avec les autres du privé et même d'autres entreprises. Mais lorsque nous regardons, on cite des noms comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg, on cite des grands noms qui ont construit toute cette architecture qu'on utilise aujourd'hui et qu'on voit que ces personnes ne sont pas allées très loin dans les études, bien vrai qu'il y avait des parachutes également à leur disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'école tue un peu la créativité de l'homme ou de l'être humain? Est-ce qu'il faut forcément faire des études pendant 10 ans pour se préparer à ça? Je vais rapidement tuer tout suspense. Moi, je suis de ceux qui pensent que aller à l'école, avoir un gros diplôme, ne signifie pas qu'on est supérieur à celui qui n'est pas allé à l'école. L'école nous prépare à développer les compétences nécessaires. Mais l'intelligence est différente de l'école. Pourquoi? Pour nous, à l'école, on se dit que quelqu'un qui a un E ou quelqu'un qui a une mention très honorable ou très bien est plus intelligent que celui qui a une mention inférieure. Mais nous fondons sur quoi? C'est cette capacité à stocker des informations? Non. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Moi, je dis qu'on rentre à l'école avec une ambition. On rentre à l'école avec un rêve, à 80%. Et il y a des écoles qui ont cette vocation. Quand vous rentrez à Harvard, 90% de ceux qui sont à Harvard, c'est des inventeurs. Ils ont au moins inventé plus de 10 à 30 choses d'abord. Donc, qui ont le profil pour l'innovation. On rentre à l'école avec une ambition, avec un rêve. Et on apprend les rudiments de la gestion de ce rêve-là. Par exemple, lorsqu'on va faire une école de commerce, si on a pour ambition de créer une entreprise, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus Z pour créer une entreprise. Mais on a besoin de s'y connaître un peu en droit, de s'y connaître un peu en gestion d'entreprise, en gestion des ressources humaines, un peu de comptabilité. C'est ce qu'on va apprendre. Mais le daring spirit, pour ne pas dire cette capacité à oser, cette capacité à challenger le statu quo, ça ne s'apprend pas à l'école. Je donne l'exemple de mes cousins, le peuple Bambara, entre guillemets, qui est un peuple commerçant. Lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est pour répondre à un besoin d'entreprise. Donc, au sorti, l'individu, quand il revient dans l'entreprise familiale, il vient apporter son savoir-faire. Donc, l'école ne garantit pas le succès, mais l'école nous aide à pérenniser notre entreprise ou à pérenniser ce que nous comptions faire si nous avons cette fièvre pour l'entrepreneuriat.
Dans le cas où on souhaiterait travailler pour certaines institutions, l'école nous donne la panoplie nécessaire d'outils pour nous permettre d'être marketables. L'école n'a pas pour but de faire, je veux dire, de donner du boulot aux gens, mais l'école a pour but d'abord de faire de nous des citoyens, des individus capables de répondre aux enjeux de notre temps ou de son temps. Et maintenant, fort de cette connaissance acquise, on s'oriente dans le domaine qui nous sied le mieux et on a la réflexion nécessaire, on a le calibre nécessaire. Mais tout ne s'apprend pas à l'école. C'est pourquoi j'estime et je pense bien pour ceux qui veulent créer une entreprise, qu'ils aillent un peu à l'école et qu'ils aillent surtout à l'école de l'entreprise. Quand, comme vous l'avez si bien dit, Zuckerberg est rentré à Harvard, il est rentré non pas forcément pour créer, mais il se cherchait encore une ambition, il se cherchait encore un rêve. Mais lorsque Bill Gates a présenté son speech, il était pratiquement en retard, mais il a capté l'essentiel du message. Lorsqu'il a capté l'essentiel du message, il a compris sa vocation. Et dès lors, il a travaillé dans sa vocation. C'est pourquoi, à ce niveau, il faut vraiment que nos conseillers d'éducation, nos psychologues puissent vraiment réfléchir, mettre à disposition ces tests de personnalité, ces tests de personnalité professionnelle aussi, pour nous aider à identifier nos talents et à faire l'orientation qu'il faut. Tout le monde ne souhaite pas devenir docteur, tout le monde ne souhaite pas devenir professeur, tout le monde ne souhaite pas devenir, je veux dire, fonctionnaire. Mais à chacun de pouvoir en tirer le maximum nécessaire pour l'implémentation, pour pouvoir implémenter dans sa vie de tous les jours. Pour celui qui chante, qui a fait des études de management, vous voyez que la gestion de sa carrière sera différente de celui qui est venu ex nihilo comme ça, venir chanter. La gestion de la carrière, on aura une très grande différence. Merci. Et il y a une question à savoir pourquoi les pays d'Afrique anglophone sont les mieux classés en matière d'éducation par rapport aux pays francophones. Ok, déjà, il faut savoir que là-bas, les universités sont autonomes. Ça, c'est déjà un fait. Les universités sont autonomes, les universités n'existent pas en vase clos. Et les universités ne sont pas, je veux dire, il n'y a pas un monopole de l'État dans le sens où les recrutements, non, non, non. Là-bas, l'enseignement déjà est fait par vocation. Les enseignants, beaucoup ont des PhD ou des doctorats ou des expertises sectorielles, mais beaucoup ne vont pas à l'enseignement parce qu'ils n'ont pas forcément cette fibre ou cet amour pour l'enseignement. Donc, on a affaire à des individus qui se sont spécialisés dans des domaines bien définis et qui viennent implémenter ce qu'ils ont appris. Et en plus, cela se fonde sur le système entrepreneurial. Dans le domaine anglophone, on part à l'université ou bien on part à l'école dans le but de développer une expertise sectorielle. Donc, l'individu qui va à l'école dans le domaine anglophone ne cherche pas à arriver aussi loin que possible, mais cherche à maximiser en termes de compétences. De telle sorte que, après un certain niveau, il soit en mesure lui-même de prendre à même sa destinée. Vous avez par exemple un programme qui est tourné sur la spécialisation. Dès par exemple la quatrième, cinquième déjà, vous avez déjà des thèmes en économique, en management, en gestion qui interviennent déjà dès la quatrième, cinquième. Le bac n'est pas vu comme un diplôme qui donne accès directement à l'université. Après le le Senior High School, vous pouvez aller directement travailler. Vous êtes ouvert à plusieurs types d'emplois. Et on ne travaille pas dans le sens de la fonction publique uniquement. Donc tout est ouvert, le secteur privé est mis en avant, il est véritablement, je veux dire, on l'autonomise et on ouvre surtout la possibilité aux entrepreneurs de pouvoir s'installer. Donc le jeune étudiant ou le jeune apprenant anglophone, lorsqu'il vient à l'école, il a déjà une idée derrière la tête, celle de créer ou celle d'aller par exemple travailler dans un domaine bien spécifique. Très jeunes, ils ont déjà l'ambition nécessaire. Pourquoi? Parce que le système est déjà formaté dès la base, dès la spécialisation. Par contre, nos systèmes à nous, en général, on a un bon système qui nous permet d'avoir des connaissances livresques vraiment absolues, mais en termes de pratique, on n'a pas les éléments nécessaires. Or, eux,
ils ont des stages, ils ont des opportunités, comme je le dis, civil service qui se met à disposition très tôt pour les entreprises. Vous voyez, et là-bas, la recherche stimule, les chercheurs sont stimulés. Et les chercheurs n'écrivent pas que des articles dans le sens d'avoir pour avoir une avancée professionnelle. Non, ils écrivent pour apporter des solutions aux problèmes de leur temps. Vous avez un monsieur comme Tony Eloumelou, vous voyez un peu ces initiatives. Et donc, le système est flexible. On a des certifications. Quelqu'un qui veut être spécialiste en ressources humaines, après, par exemple, le HND, avec quelques années d'expérience, il peut se présenter à la certification internationale de ressources humaines ou dans une spécialisation pratique des ressources humaines. Quand il finit, il est certifié. Mais il va implémenter directement dans une entreprise. Donc, il a un parcours déjà prédéfini. Par contre, le nôtre, beaucoup de formations, beaucoup de sujets, mais on n'est pas en mesure de définir clairement notre profil. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Merci pour cette réponse. Il y a M. Edoukou qui est là, donc s'il veut bien intervenir maintenant. Donc, M. Edoukou, vous pouvez désactiver votre micro et vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour la parole donnée. Je suis Edoukou. Nous vous entendons très faiblement, M. Edoukou. Allô, on m'entend maintenant là? Oui, nous vous entendons, oui. Tout faible? Oui, c'est bon, allez-y. D'accord. Donc, je disais que je suis M. Edoukou Seka. C'est juste une contribution que je voudrais apporter. La même compréhension pour Nous ne vous entendons plus, M. Edoukou. M. Edoukou, vous êtes avec nous? Je pense qu'il y a un problème de connexion chez M. Edoukou. Donc, dès que ça sera Allô? rétabli. Oui, M. Edoukou. M. Edoukou, votre micro est désactivé. Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Oui. Ok, d'accord, merci bien. Alors, donc, je disais merci au docteur Yannick Atos pour vraiment sa brillante intervention. Et le thème, vraiment, il est réel. Il faut dire que pour moi, la question est à la fois systémique et politique, et aussi environnementale. En réalité, l'éducation, comme le conférencier l'a si bien dit, c'est un investissement qui, malheureusement, en Afrique, et notamment en Afrique francophone, est très mal implémenté, très mal appliqué. Il n'y a pas assez d'investissement dans le domaine de l'éducation. L'éducation, en réalité, devrait pouvoir, n'est-ce pas, régler un problème réel sur le terrain, c'est-à-dire dans le monde réel, dans la société. Pour moi, l'éducation, c'est le miroir, n'est-ce pas, de notre société. Malheureusement, notre système éducatif ne représente pas en réalité, n'est-ce pas, notre société en réalité. Vous comprenez un peu? Du coup, il y a une sorte de contradiction, pas totalement, mais une sorte de contradiction avec notre système et le monde réel. Vous voyez un peu? On essaie d'apporter des aménagements par les moyens pédagogiques, mais le problème demeure toujours parce qu'il est systémique. Il est systémique et nos gouvernements le savent. Ils le savent. Sans quoi, ils auraient bien pu, n'est-ce pas, permettre à leurs enfants de, n'est-ce pas, aller dans ces écoles, on va dire locales. Mais bien parmi eux, envoient leurs enfants, n'est-ce pas, à l'étranger. Ils le savent. Vous voyez un peu? Alors, l'éducation, comme je l'ai dit, devrait pouvoir répondre à des problèmes sociologiques, psychologiques, techniques, artistiques, linguistiques, culturels et aussi économiques. Donc, c'est à plusieurs niveaux. Alors, il ne faudrait pas qu'on regarde seulement que le côté économique.
Dans le domaine de l'employabilité, on a tendance à regarder le côté économique, alors que l'éducation n'est pas que économique. L'éducation, dans son sens large du terme, prend en compte, n'est-ce pas, plusieurs paramètres qui, malheureusement, chez nous en Afrique, n'est pas valorisé. Vous voyez un peu. Donc, la mise à jour de notre système s'impose et cela ne va pas sans l'amélioration des conditions de mise en application des systèmes. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à des fuites de cerveau, ce qui est dangereux. Et je pense que ça nous ramène à la case de départ. Aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique, l'Asie envoient n'est-ce pas, des bourses vers l'Afrique. Et nous, on prend ces bourses-là, on va vers ces États européens et autres. Mais je pense que c'est le même scénario, j'allais dire, pendant le temps de la traite négrière et autres. C'est le même scénario, où on venait chercher des bras valides, des bras forts, n'est-ce pas, pour aller construire le monde européen, le monde américain et autres. Donc, c'est la même chose, parce que ces personnes que, n'est-ce pas, qui reçoivent ces bourses d'études-là, quand elles vont étudier en Europe, aux États-Unis et ailleurs, la grande majorité ne reviennent plus en Afrique. Du coup, on assiste à une fuite de cerveau. L'Afrique se vide de ses talents. Et les talents locaux ne sont pas dans un bon système. Ils sont dans un engrenage vraiment qui ne leur permet pas d'exploiter leurs talents en réalité. Alors, en réalité, ce ne sont pas c'est pas une question j'allais dire, de filières qui posent problème en réalité. Toutes les filières sont importantes et elles existent toujours. Ces mêmes filières qui existent en Afrique, dans nos universités ici, existent toujours dans les universités européennes. Mais c'est la faisabilité qui est très différente. Vous comprenez un peu? C'est la faisabilité qui est différente. Et comme on l'a si bien dit, et le conférencier l'a signifié, il y a plusieurs intelligences et il y a plusieurs talents. On ne peut pas développer un pays en se basant seulement sur un département ou j'allais dire, sur un seul côté. Il faut prendre en compte tout le système. Voilà pourquoi je parle de un problème systémique. Et donc, d'abord, il faut savoir que l'université ne prépare pas, j'allais dire, n'a pas les mêmes objectifs que les grandes écoles, que les écoles, j'allais dire, professionnalisantes ou professionnelles. En Côte d'Ivoire, on va parler de INPHB, ENS, ISTC et autres. Voilà. Donc, chaque école a son objectif. Donc, à l'université, c'est plus la recherche. C'est plus la recherche. C'est pourquoi, ici, on parle de UFR, Unité de formation et de recherche. Malheureusement, les gouvernements ne mettent pas, n'est-ce pas, j'allais dire, le financement qu'il faut. Du coup, la recherche n'est pas faite en réalité. Et quand la recherche n'est pas faite, on assiste à ce qu'on voit, c'est purement théorique. Et donc, on ne peut pas voir, n'est-ce pas, les retombées des recherches universitaires parce que les recherches, n'est-ce pas, exigent beaucoup de moyens financiers. Ce qui fait qu'ailleurs, les universités sont prisées, c'est parce que l'État, il met les moyens. Pourquoi l'Angleterre, j'allais dire, est premier. Il vous reste 1 minute. D'accord, merci beaucoup. Premier concernant les systèmes éducatifs, c'est parce que les États américains, n'est-ce pas, mettent vraiment beaucoup de moyens dans cela. Et puis, bon, pour terminer, comme je passe le temps, je voulais dire que les universités, en réalité, ne sont pas gérées par les universitaires, mais c'est plutôt par les ministères de tutelle, malheureusement. Malheureusement, c'est le cas. Ce ne sont pas des universitaires qui gèrent les universités, ce sont des ministères de tutelle avec une administration, souvent même pas avec les compétences qu'il faut. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre contribution et je pense que l'intervenant et tous les participants, nous vous remercions pour cette participation. Il y a le livre de M. Athos aussi qui est disponible, dont vous pourrez en apprendre
beaucoup sur D'accord. Merci bien. l'éducation et comment mieux planifier l'éducation. Pour la semaine prochaine, nous allons passer au droit. Donc, on va quitter un peu le système éducatif. On va aller sur les questions de paiement tardif. Quelles solutions pour les entreprises dans la zone OADA, qui sera animé par Maître Yemba Olela Yannick. Donc, Dr Stéphane Mortier qui sera le modérateur pour ce webinaire la semaine prochaine, donc en même heure. Et les inscriptions également seront disponibles à partir de demain. Soyez vous inscrits. Et toutes les vidéos qui sont produites ici seront sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à adhérer à l'Institut africain de la réflexion stratégique. Bientôt, nous allons ouvrir les inscriptions en tant que membre ou en tant que contributeur majeur à l'Institut. Tous les domaines d'activité sont concernés parce que l'Afrique, c'est pas seulement que l'économie, comme vous l'avez rappelé, c'est pas seulement que l'éducation. Il y a d'autres choses qui s'entremêlent dans ce monde. Donc, merci à M. Yann, merci à tous les participants et n'hésitez pas à poser vos questions sur notre chat Facebook. Nous ferons un plaisir de relayer à M. Yann et il vous apportera la réponse nécessaire. Merci à vous. Excellente soirée dans vos familles. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.